Bonjour tout le monde, pour le 3e numéro du podcast, ça me fait super plaisir d'aller rencontrer Laurence Bibeau parce que je voulais que ce soit des invités avec un profil un peu différent chaque fois et ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, on dit ça, c'est la manière dont... Tu ris déjà de ce que tu dis. Oui, mais c'est parce que je me dis que ça va sonner si je dis à quelqu'un qui a de l'expérience comme si je disais « elle est vieille ». Bah oui. Et je me dis que c'est une très belle façon de mettre tout le monde à l'aise. Donc on est chez Laurence Bibeau, merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Je t'en prie. En plus, avec de la toute nouvelle décoration, je suis arrivé ici, il y a un immense billet de 20 francs au mur. Oui, et il a été confectionné par Yann Guiton qui a eu la belle idée d'agrandir des billets. C'est des billets qui sont plus en circulation. Et c'est des œuvres uniques. Et donc moi j'ai la face avec Baudouin, mais mon mari a la face avec l'atomium. Donc je trouve que c'est une assez belle idée. Ah, ben écoute, on le prend, ça te dérange si on le prend en photo? Ah, pas du tout, pas du tout. Comme ça, on peut le mettre, on peut le mettre sur le Facebook à et fond. Tout le monde peut voir. Merci à tout le monde qui a téléchargé les premiers podcasts. Ceux qui sont abonnés aussi, ça fait une grosse différence si vous appuyez sur subscribe. Donc, merci de le faire. Et aujourd'hui, chez Laurence Bibeau, je suis arrivé à sa demande avec du jus de pamplemousse. Oui. Je me suis dit que si tu arrivais avec du café, il allait être froid. Du champagne, j'allais être saoul. Donc il me semblait que le jus de pamplemousse était un bon compromis. Un bon compromis entre les deux. Laurence, ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté. Déjà parce qu'on se connaît pas tant que ça. On s'est vu donc à quelques reprises. Pourquoi est-ce que tu as accepté de le faire? Parce que j'adore parler de moi. T'en es où maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire pour la suite? Est-ce que tu le sais? Écoute, quand j'étais jeune, ne pas le savoir ne me posait pas de problème. Maintenant que je suis vieille, c'est déjà un peu plus ennuyant parce que forcément, tu te dis, il y a des trucs que je vais peut-être plus faire, quoi. Il me semble que je n'ai encore renoncé à rien. Ok, donc... Mais c'est quand même, ça frise le pathétique parce qu'il y a des trucs qui vont forcément s'éliminer. Donc, Gilles Morin disait, oui, voilà, je tombe sur une fille qui a du talent mais pas beaucoup d'ambition, et en plus c'est un peu tard, et il n'a pas tort, voilà. Donc le moment où il me cueille pour ce truc-là du stand-up, c'est presque trop tard, je suis presque trop vieille, pas encore tout à fait, mais j'ai intérêt à me dépêcher. Mais ça ne m'empêche pas de le faire. Donc par exemple, la radio, je trouve ça super parce que c'est un média qui, moi, en tout cas dans ma tête à moi, me permet de vieillir. Donc je me dis, voilà, si à un moment donné je vieillis, si les gens ont plus envie de voir mon image ou si ça les... Parce que c'est comme ça, parce que là, voilà, les trucs passent, au moins j'aurai cette force-là, quoi. Donc, t'es vieille? Parce que bientôt, hein. Parce que vieux, je veux dire, ça veut, en soi, ça veut rien dire. Je pense que t'es vieux, justement, quand tu sens que t'auras plus le temps de faire certaines choses. Soit quand t'as 17 ans, c'est hyper facile. C'est pour ça que moi, des fois, c'est un peu frustrant de parler avec des gens qui sont à l'UNIF parce qu'ils peuvent tout juger en disant, moi, quand je serai plus vieux, je ferai ci, je ferai ci, je ferai ça. Et quand tu vieillis, de temps en temps, au fur et à mesure, tu te rends compte que, ah oui, non, ça, je ferai jamais. Moi, le premier truc, c'est con, mais je suis un gros fan de sport. Mm-hmm. Et quand tu as 14 ans, tu regardes du sport, tu te dis, ouais, ils sont meilleurs que moi, mais j'ai pas fini de me développer, je vais m'améliorer. Aujourd'hui, j'ai 29 et le 3/4 des sportifs sont plus jeunes que moi. Donc, tu dis, non seulement ils sont une coche au-dessus, mais en plus, je vais uniquement dépérir et m'éloigner de ce qu'ils font. C'est ça. C'est bien pour ça que je pense qu'en effet, vieillir, quelque part, c'est renoncer. Donc, je ne suis pas sûre d'être déjà vieille, puisque je n'ai pas encore renoncé. Mais néanmoins, il y a quand même une réalité. Il y a une lucidité qu'il faut avoir par rapport à soi ou par rapport à ce qu'on dégage. Donc, c'est assez subtil et de toute façon, ça n'est qu'un arrangement avec soi. Je veux dire, si toi, chacun... Il n'y a pas de règle absolue. C'est pas mal d'ailleurs, parce que je trouve que dans notre société de maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent pas ou qui sont assez douloureuses, voire cruelles. Celle-là est pas mal parce qu'avant, j'ai l'impression que quand même le coup près tombait, quoi. Voilà, à 50 ans, pour une femme, tu étais vieille. Donc c'est plus dur pour une femme de vieillir. Je pense, oui. Et puis à 60, n'en parlons même pas. Tandis qu'aujourd'hui, tu vois qu'il y a des femmes qui dépassent un peu qui dépassent les frontières, enfin, qui poussent un peu plus loin, qui sont encore super séduisantes ou même, au-delà de séduisantes, si l'image n'est pas fondamentale, elles sont encore attirantes ou désirables ou désirantes ou assez intelligentes que pour être là. Donc c'est rassurant. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu sens qu'il y a quand même moyen, si tu trouves ta place, de pousser un peu les frontières et de plus mourir à 50 ans, quoi. Est-ce que tu as une obsession pour ton image? Obsession, c'est péjoratif, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? Tu te regardes dans le miroir, c'est une connerie, mais tu considérerais la chirurgie esthétique? Oui, en même temps, il y a des trucs auxquels je résiste parce que je sais pas pourquoi. Là, ça me fait peur parce que ça se voit. Voilà, s'il y avait un moyen qui n'était pas trop cher, qui prendrait pas trop de temps et qui ne se verrait pas, je le ferais. Pour l'instant, je trouve ça encore trop contraignant. Ça m'emmerde. Moi, je trouve que la chirurgie esthétique ratée, c'est un peu comme la trisomie, finalement. Tout le monde se retrouve avec la même gueule.
Oui, c'est horrible. Et en même temps, il y a de la... Moi, j'ai vu des copines où ça a été très subtilement fait et où tu dis, waouh, quelle réussite. Et puis, parfois, c'est raté. Donc, c'est assez subtil. Je ne juge... Comment dire? J'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça. Je ne me dis pas non, jamais. Et en même temps, je pense pas que je vais y passer. J'en sais rien, en fait. J'en sais rien. Tu fais encore des castings ou le nom Laurence Bibeau fait en sorte que t'as plus besoin? On t'appelle pour toi? On m'appelle pas. D'ailleurs, on t'appelle pas. On m'appelle pas beaucoup, non? Je me souviens d'un truc, une fois on s'était vu dans un petit déjeuner et t'avais dit j'aimerais bien faire du cinéma, mais je sais pas si je suis has-been, mais il y a personne qui m'appelle. Oui, mais c'est vrai. Non, on m'appelle pas, il y a des tas de trucs pour. Tu sais, moi, Tu l'as déjà dit que tu voulais faire du cinéma. Est-ce que c'est déjà mais évidemment. Je n'arrête pas de le dire, mais mais oui, je l'ai déjà dit. Non, on m'appelle pas. Mais je vais te dire que même pour le théâtre. Quand j'ai commencé, et d'ailleurs Nathalie Huffner était un peu dans la même situation que moi, on était des filles un peu atypiques, on avait fait des écoles, mais on était un peu, oui, atypiques, on ne ressemblait pas aux modèles, à mon avis, dans lesquels pouvaient se projeter des metteurs en scène, ou dans les classiques, ou dans... Donc elle a trouvé sa solution en créant son théâtre, et moi j'ai trouvé ma solution en créant mes spectacles. Mais on n'était pas des filles qui étaient du tout désirées par des directeurs de théâtre, ou on n'était pas dans le répertoire, donc on ne m'appelait pas. Et encore aujourd'hui... Si, il y a des choses qui fonctionnent, ou il y a des choses où bien sûr, si, je suis sollicitée par des trucs, mais en cinéma, on m'appelle pas. Donc, je sais pas, c'est que je dois pas correspondre. C'est des trucs qui t'échappent un peu. C'est vrai que il y a un moment où j'ai pas envie de perdre du temps avec des choses que je maîtrise ou que je comprends pas. Pourtant, t'écris des spectacles. Pourquoi est-ce que t'écris pas un film? Parce que ce serait assez facile de t'auto-caster dans ton propre film. Parce que j'ai essayé, j'ai fait un court-métrage et que je suis pas sûre d'être capable. Je pense que je suis capable d'écrire, mais je ne pense pas que je suis capable sois capable de réaliser. Mais j'aimerais bien écrire. Et donc ça, je le fais. Voilà. Parce que aussi, je manque d'une très grande qualité qui est la ténacité. Et que je vois autour de moi des réalisateurs qui sont prêts à attendre 1, 2, 3, 4, 5 ans et qui se battent et qui tiennent le coup avec leurs projets, qui sont tenaces. Et moi, je manque de ténacité. Je suis pour ça, franchement, un peu trop nonchalante ou trop orgueilleuse, et donc si j'ai une porte qui se ferme, je dis oh bah merde, qu'ils aillent se faire voir. C'est pas un peu la paresse des gens qui ont du talent? C'est un peu comme la belle fille dans un bar qui voit un beau mec passer, le beau mec vient pas la voir, puis elle se dit bah quel con, de toute façon il sait pas ce qu'il perd, alors que la moche elle est obligée de se battre entre guillemets. Donc ça c'est un truc que je me rends compte moi, avec ceux que je côtoie, ceux qui ont le plus de talent ont souvent une espèce de paresse, tout simplement parce qu'ils peuvent se le permettre, parce qu'ils vont quand même manger demain. Si t'es pas un peu désespéré, t'as pas cette ténacité là. Ce que tu dis est assez juste. Je mets talent, alors se dire de soi-même j'ai trop de talent, c'est un peu... Non, mais en même temps, je dis ça fait 20 ans, quoi, 20 ans que tu fais des trucs? Non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a de ça, tu as raison, il y a de ça. Pourtant, Dieu sait que je n'étais pas la jolie fille, moi, du bar, quand j'étais jeune. Donc, franchement, c'était pas une notion avec laquelle j'ai grandi, mais sans doute qu'il y a dans le fond de moi une certitude que... je ferai toujours ce que j'ai envie de faire, ou que même si je suis pas désirée ou appelée par d'autres, je m'en fous, j'irai dans une petite salle, je ferai ce que... Ouais, si c'est pas ça, ça sera autre chose. Voilà, si c'est pas ça, ce sera autre chose, et je le ferai, tant pis, voilà. Donc, et c'est vrai que sans doute cette certitude, tu as raison, fait que j'ai une paresse par rapport à ça, et je n'ai pas assez faim, ou je n'ai pas... oui, c'est vrai. Et c'est parfois embarrassant, et ça m'a pas toujours joué de bons tours. Non, ça me met parfois dans des situations, embarrassantes. Tu as glissé un mot sur le physique, et je te pose la question, j'espère que ce sera pas vexant. Tu as un physique qu'on peut qualifier d'atypique. Tu mesures combien? 1m84. Est-ce que tu as du succès avec les hommes, ou est-ce que les hommes ont peur de toi? Comment ça se passe? Parce qu'en plus, donc à la fois t'es humoriste, à la fois t'es très grande, et tu l'as déjà dit toi-même, quand on te connaît pas, t'as pas l'air sympa. Ouais. Donc, ça fait beaucoup de choses. Ça fait trois strikes, comme on dit. Et dans la vie, ça s'est traduit comment ça? Comment toi tu... Comment j'ai géré? Écoute, c'était pas facile quand j'étais jeune, c'était très chiant en fait. T'étais très grande très tôt? Oui, j'étais très grande très tôt. Il se fait que je viens d'une famille où on est tous très grands, on est 5 enfants. Okay. Et j'ai une sœur qui a 1m70 et on se moque d'elle parce qu'elle c'est vraiment la petite de la famille. Donc, la naine. Oui, mes frères ont plus d'1m90, donc on est tous très grands. Et donc tant que j'étais dans ma famille, j'étais, dans un environnement normal. J'étais pas plus grande que les autres, puis ils étaient tous grands. Et quand j'étais en dehors de ma famille, je me rendais compte que j'étais très grande. Et en plus, j'étais un peu garçon manqué. Donc c'est franchement, quand t'es grande et garçon manqué, ça n'est pas un bon atout. Et donc,
Assez longtemps, c'était très emmerdant, très embarrassant, parce que quand t'es ado, t'as juste envie d'être comme les autres. T'as absolument pas envie d'être différente. En tout cas, oui. moi. T'as envie d'être dans la masse et t'as pas envie que les mecs n'osent pas venir t'inviter à un slow parce que t'es trop grande ou qu'ils t'embrassent pas une bamba parce que t'es trop grande. Et donc ça, c'était voilà, mon lot quotidien. Et puis tu te construis avec ça, tu trouves des atouts, mais longtemps, ça, et encore aujourd'hui, c'est parfois embarrassant. Il y a vraiment des situations aujourd'hui où j'aimerais passer complètement inaperçu et où ma taille m'en empêche. Voilà, bon, bah, c'est la vie, hein, je ne vais pas pleurer, mais et les gens ont un drôle de comportement vis-à-vis de ça. Une femme qui est petite, tu vas jamais la croiser en lui disant bonjour, bon, comme vous êtes petite. Alors qu'une fille qui est très grande, on pense en fait que c'est un atout, une qualité. Et alors on te dit, avant de te dire bonjour, on fait déjà bon Dieu que vous êtes grande. Mais je vais vous dire, vous êtes grosse ou quoi? Qu'est-ce que tu vois que Grand et petit, c'est comme gros et mince. c'est chiant, quoi. Moi, je suis assez, Oui, je suis assez mince et j'étais encore plus rachitique quand j'étais ado. Et on te le disait. Ah, que t'es maigre. Ah, que t'es fat, ferme ta gueule. Voilà. Et donc il y a un rapport. Et puis il y a une projection aussi des mecs qui pensent que les filles grandes. D'abord, il y a des mecs que ça excite, donc ceux-là, déjà, je les avais mis de côté, parce que ça ne m'intéressait pas spécialement de les exciter pour cette raison-là. Les Asiatiques disent ça, qu'il y en a qui ont une espèce de fétichisme des Oui, Asiates. bien sûr. Ils appellent ça la yellow fever en anglais. Et ils ont une espèce de radar pour reconnaître ça quand c'est juste une forme de fétichisme. Oui, c'est ça. Ils essaient de... Oui, sur le côté. oui, tu le reconnais. Bah oui, tu le ressens assez vite. Il y a ceux que ça effraie. Il y a ceux qui te prennent un peu comme un trophée aussi, parce que comme t'es grande, ben voilà, ça les flatte. T'as escaladé un Everest ou t'as escaladé une Oui. Laurence Bibourg. C'est ça. Et puis il y en a, heureusement, comme mon mari, parce que là maintenant les choses sont quand même réglées, puisque je partage ma vie avec un homme qui est plus petit que moi et qui s'en fout. Et voilà, je ne me pose plus cette question en ces termes-là. Mais ça a été embarrassant. Et je pense que c'est pas par hasard non plus que j'ai joué toute seule. Je reviens toujours avec cette anecdote, mais elle est vraie, parce que une des premières pièces de théâtre que j'ai jouées à l'école, j'ai fait l'arbre, parce que voilà, je pouvais pas faire. Excuse-moi. Ah, ouais. Ah non, mais c'est passé, je n'en souffre plus. Mais je veux dire, tu n'as jamais vu une princesse plus grande qu'un prince. Donc c'était pour moi, là j'avais pigé que j'allais jamais faire la princesse. Tu vois. Tu fais de l'humour, est-ce que c'est sexy une fille qui fait de l'humour? Ben écoute... Ou au contraire? J'en sais rien. En tout cas, au début, moi, je sais que ça n'était pas un atout de séduction. Voilà, je n'ai pas fait ça en me disant je vais séduire en faisant ça. Si. Je vais séduire, mais pas de l'ordre. C'était pas de l'ordre de séduire un homme, c'était séduire le monde entier. Voilà, le faire rire. Tout le monde aimez-moi. Voilà, c'est ça. Faire rire était une manière d'être rassuré. Je crois que ça remonte à l'enfance et que quand j'étais petite, je faisais rire ma mère et que c'était un lien très fort. Et donc, j'imagine que voilà, j'ai reproduit ça et qu'après, de ma mère, c'est passé, comme tu dis, au monde entier. Mais c'était ce rapport-là. Et quand, au tout début, j'ai commencé, j'ai eu un personnage qui s'appelait Miss Bricola, qui était un personnage sexy, dont je n'étais absolument pas consciente. Pas du tout. Et pour ceux qui voient pas, c'était une assistante voilà, qui était en petit body rouge et en bas... En barésie, déjà rien que le dire, c'est un début d'érection chez la plupart des podcasteurs. Donc des barésies, des hauts talons, des cheveux blonds, un body rouge et un petit pompon sur le derrière. Bon, et donc de nouveau, je suis désolée, hein, c'est pas une primeur, j'ai déjà raconté cette histoire, mais c'est vrai. Ouais. Ce personnage, moi, je le faisais comme un clown, c'était pour rire, Ouais. vraiment. Marca, qui était déjà avec moi à ce moment-là, disait « Tu te rends compte que c'était un peu sexy ?» Et donc, je ne voulais pas le croire. Tout ça pour dire que, ma notion de séduction ou de personnage sexy était absolument, complètement neutralisée. Et quand, après Les Snuls, j'ai fait Bravo Martine, qui était le premier spectacle, il était pour moi absolument... complètement accessoire d'être jolie, ça n'avait aucun intérêt. Ce qui était intéressant, c'était de faire différents personnages, et il y avait un ado, un vieux, une jeune, une vieille, une alcoolique, il fallait être crédible, mais la notion de... Je ne voulais absolument pas me laisser encombrer par cette notion-là, je trouvais pas ça intéressant, et au-delà même de ça, je voulais pas faire ma jolie, ça m'intéressait pas. Et aujourd'hui, quand tu re-regardes la séquence Miss Bricola, qu'est-ce que t'en penses? Le problème, c'est ça, c'est que, Miss Bricola, ça me fait rire. Mais oui. tu vois aujourd'hui, tu vois pas Oui, je vois. Aujourd'hui, honnêtement, je vois. Mais je vois parce qu'on me l'a dit, quoi. Ok. Et t'as des grands enfants. Eux, comment est-ce qu'ils voient parce que j'imagine qu'ils ont déjà vu les séquences, est-ce qu'ils t'en parlent, est-ce qu'ils en parlent jamais, comment ça se passe? Écoute, moi, je leur ai pas
directement montré, ils l'ont vu via leurs copains des mouvements de jeunesse. Les guides et les scouts belges sont assez friands des SNUL. Ils sont passés par plusieurs phases. D'abord, j'ai un garçon et une fille, donc ils ont vécu ça différemment. Ils sont passés par fiers, gênés, honteux, très fiers, indifférents. Ça dépend qui leur montre, à quel moment, dans quelle phase eux-mêmes ils sont de leur vie. Ça doit être drôle d'avoir des amis qui te montrent des trucs de ta mère. Quoi. Oui, bah oui. C'est pour ça que je crois que parfois ils étaient embarrassés, et parfois ils étaient... Ah, j'ai vu ta mère, allez! Tu vois, donc heureusement, je n'ai rien fait de très compromettant, ou alors c'est vraiment très caché et les scouts ne l'ont pas vu, mais... Et il n'y a pas de danger que tu en parles maintenant. Non, c'est ça. Ça ne ressortira pas, donc... Enfin, j'espère. Voilà, mais donc ça dépend des phases de leur vie à eux, en fait. Donc aujourd'hui, tu es contente de ne pas avoir été plus loin parce que tu te dis, Oui. déjà il y a eu ça comme réaction. Oui. Parce que tu dis que tu te rendais pas compte que Miss Bricola pouvait être un truc sexy, donc ça veut dire que tu aurais pu faire autre chose. Ben, j'avais un garde-fou. Franchement, mon mari était un garde-fou. Et Ok. Oui. Donc, et C'est puis important ça d'avoir, surtout quand tu fais, j'ai l'impression quand tu fais de l'humour. Oui. Moi, chaque fois que j'écris des trucs, il y a toujours 2 à 3 personnes à qui je le montre. Ah oui. Parce que, à un moment donné, t'es à fond dedans, tu dis, est-ce que c'est... Moi, et surtout quand tu commences à jouer, soit tu sais, des trucs un peu sexy, ou des fois, tu fais des blagues un peu touchy sur que ce soit le cancer, ou des maladies, ou n'importe quoi, tu te dis, moi, je trouve que c'est drôle, mais est-ce que une oreille extérieure va trouver ça juste drôle ou choquant? Et c'est super important. Donc toi, ça a toujours été le même principe. Oui. Ou bien, quand j'ai travaillé avec Nathalie, elle aussi était un commissaire de contrôle et au-delà de ça même une assistance artistique, une collaboration, mais de toute façon je crois que j'étais quand même assez lucide pour savoir jusqu'où j'irais pas. J'ai plus souvent dit dans ma vie non que oui quand même. Est-ce qu'il y a des trucs que tu te souviens comme ça que t'as refusé? Mais oui. Tu peux raconter? Oui, ben, quand je dis que je ne fais pas de cinéma, il faut dire aussi que j'ai pas été très futée parce que quand tu parlais de paresse de gens qui ont du talent ou de la chance ou qui sont gâtés, moi le premier film que j'ai fait, ça s'appelait Ma vie en rose et il a gagné un Golden Globe aux États-Unis. Tu vois. Et il n'y a pas un prix sérieux qu'on connaît. Donc, il avait fait quand même un triomphe à Cannes. Donc, alors bon, j'avais vraiment presque un second, troisième rôle si tu veux, mais enfin j'étais quand même impliquée dans le film. Et après, j'avais dit à mon agent, écoute, qui n'était pas beaucoup plus professionnel que moi, écoute, moi, en dessous de 10 jours de tournage, je n'accepte plus rien. Ce qui était absolument... T'avais quel âge à ce moment-là? 25 ans. Ah oui, donc tu crois que t'as fait un film qui avait marché, voilà. Tu te dis, bon, ça y est, j'ai plus besoin de redescendre en dessous de ça, jamais. Voilà, et en plus, on me proposait un rôle, mais je crois qu'il fallait faire une femme dans le nord de la France, avec un tablier de cuisine. Et comme je sortais de l'aventure des SNUL, je lui avais dit, ouais, merde, moi, les trucs avec tablier de cuisine... tu vois, j'avais déjà mis mes conditions. T'avais des conditions. Voilà. T'étais devenu donc Brad Pitt. Voilà. Et après, évidemment, mais je m'en suis rendu compte assez tard, tu ne peux pas faire ce genre de choses-là. Tu peux pas refuser. Tu es obligé d'accepter tout. À un moment donné, tu dois tout faire pour apprendre, pour être vu. Et donc. Oui, enfin voilà. Je trouve ça génial, la fille qui a fait un film qui dit en bas de 10 jours de tournage, moi tu sais. Et ce qui est incroyable, le pire, c'est que ça aurait pu marcher. Il y en a peut-être qui racontent exactement la même histoire, qui sont fait refuser 2 films, et puis finalement, ils en ont fait un autre et que ça a marché. Je sais pas, tu sais. Oui, peut-être, mais enfin, ce qui est dingue, c'est que mon agent m'a dit, ok, tu vois, je me dis... C'est encore ton agent ou c'est plus ton agent? Non, c'est plus mon agent, je ne sais même plus si elle est encore agent, mais c'est-à-dire qu'en Belgique, on manque parfois de structure un peu professionnelle, et tu te retrouves parfois avec des gens qui sont tout à coup ton agent, ton manager, et qui n'ont pas plus fait ça que toi, et donc... En fouillant sur toi, et en passant quelques coups de fil, je me suis rendu compte d'un truc. T'es humoriste depuis donc des années, et j'ai jamais entendu... Une fois, ta vision sur l'humour, les gens que t'aimes bien, les gens qui t'influencent, est-ce que pour toi l'humour, est-ce que t'as fait de l'humour parce que t'étais doué là-dedans et c'était par défaut? Est-ce que t'as fait de l'humour parce que c'est une passion? Est-ce que tu regardes comment les autres font? Est-ce que t'analyses ou est-ce que tu te laisses porter de quoi? Ah oui, les gens disent que je suis drôle, tant mieux, je ferai des spectacles. Oui, je crois que c'était plus de cet ordre-là. Contrairement, il me semble, à ce que toi tu fais, qui est plus une sorte de doctorat en humour, en connaissant les répliques de chacun, l'histoire de l'humour. Et je ne suis pas une geek de l'humour. Je pense vraiment que c'est par défaut. Je crois que j'ai beaucoup joué toute seule quand j'étais petite, que je me suis beaucoup déguisée, et que c'est plus de cet ordre-là. C'est plus un truc que j'ai fait. Et en effet, un jour, je me suis dit, ah tiens, ça plaît, je pourrais en faire plus. J'aime ça. Et ça s'est construit
ça s'est construit comme ça. Donc, c'est pas du tout une obsession pour toi, l'humour. Ou ça l'est peut-être devenu avec le temps. Non, pas du tout, non. Non, écoute, en fait, de nouveau, par rapport aux obsessions, c'est intéressant parce que j'ai l'impression, moi, de ne pas être dans le... Je vois pas mal de gens qui font de l'humour et qui sont monomaniaques, donc qui ont un rapport, tu vois, obsessionnel à la phrase, à la vanne, à la blague. Et de nouveau, mais ça a à voir aussi avec peut-être une certaine paresse ou peut-être une prise de distance, j'avais très peur, moi, quand j'ai commencé en ce métier à faire des spectacles toute seule, de terminer comme des gens que je voyais qui faisaient des spectacles depuis des années tout seuls et que je trouvais plus drôles. Je me dis, mais c'est pas possible, ils peuvent plus s'amuser. Après 200 représentations du même spectacle, à être tout seul dans l'horloge avant et après, je n'arrivais pas à concevoir que ça puisse continuer à les amuser et je ne voulais pas être comme ça. Et donc je crois aussi que c'est pour ça que j'ai diversifié mes activités et c'est pour ça que l'humour en tant que tel n'a jamais été une obsession, non. Est-ce que tu te fais encore rire? Je dis ça et je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Je regarde François Pirette qui est celui qui a le plus de succès en Belgique. Et je le connais pas, je l'ai jamais rencontré. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, il est enfermé dans sa propre efficacité, où il sait très bien que c'est bien avec son personnage d'Amédée, son personnage de la maman de Nathalie. Les gens vont hurler de rire avant qu'il ouvre la bouche. Il va pouvoir faire 800 000 sur RTL, il va pouvoir toucher son chèque, il va pouvoir continuer d'en faire. Ma théorie, c'est que le gars a envie de faire autre chose, mais que dès qu'il s'éloigne de ses grands classiques, c'est comme si un groupe de musique qui a eu un album qui cartonne arrive en concert puis qui joue leur nouvel album, tout le monde s'en branle, ils veulent entendre les vieux tubes. Ouais. Oui. Je ne suis pas dans comment dire. T'as des grands classiques, t'as des trucs quand t'arrives, les gens veulent que tu refasses un truc ou non? Mais j'ai tellement brouillé les pistes que les pauvres, même s'ils voulaient, j'ai vraiment passé mon temps, moi, à faire l'inverse, comment dire, à leur dire, faites gaffe, je vais jamais faire 2 fois la même chose. Je vais en faire un, et puis j'en ai fait 5 différents, qui d'après moi ne ressemblaient quand même pas trop au précédent, ou en tout cas la volonté était que ça ressemble pas au précédent, avec le risque que ça plaise pas autant. Mais ça, voilà, c'était le risque à prendre, parce que j'avais pas envie, moi, d'être enfermée dans un truc. C'était aussi une de mes... Je me souviens d'avoir été traumatisée parce que Riton Liebman, qui est quand même quelqu'un maintenant qu'on connaît, pendant des années, à chaque interview, on lui disait « Quand vous étiez petit, vous avez joué dans Préparez vos mouchoirs ». Mais il avait 12 ans. Et on revenait chaque fois avec ça. Et je me dis, ça doit être chiant. Et donc, moi-même, je pensais à moi en me disant, putain, si à chaque interview, quand je serai vieille, on me parle de Miss Bricola, et en fait, c'est ce qui arrive. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir fait du chemin. Voilà, j'ai quand même l'impression de ne pas traîner mon tube. Voilà, c'est de cet ordre-là. Ouais. Comme un boulet, en fait. Voilà. Tu peux le traîner avec plaisir. Il y en a qui le traînent avec plaisir, mais il y en a qui le traînent avec un boulet. Et d'être emprisonné dans un truc où on t'attend dans la même chose. Je pense que s'il y a bien quelque chose que j'ai réussi, en tout cas pour moi, c'est qu'on ne m'attende pas dans quelque chose, puisqu'il me semble que je ne suis pas toujours là où on m'attend. Est-ce qu'il y a des gens dont tu jalouses la carrière? Ah oui, à fond. Enfin, il y a des gens dont je jalouse en tout cas le talent et la manière dont ils gèrent, que ça va de, je sais pas moi, Ricky Gervais en passant par Valérie Lemercier ou Édouard Baird ou Jean Rochefort. Enfin, mon éventail est très large. Des gens que je vois faire et où je me dis, waouh, oui, bien sûr, quel talent ou quel... je pense que c'est ceux qui arrivent aussi à se diversifier et à m'étonner, quoi. Je vais revenir tout à l'heure sur ce que tu dis par rapport... T'as l'air d'être zéro à l'aise à causer avec le kidam, mais d'un autre côté, t'as l'air de faire à peu près 1 milliard de trucs de charité ou de... Ouais. C'est surprenant. Si moi, j'aime pas aller à la rencontre des gens, c'est quoi? C'est parce que t'es pas capable de dire non quand on dit « Hey, il y a des gens qui meurent de telle maladie, tu veux nous aider? » Tu fais « Ah, fuck, si je réponds non, j'ai l'air d'une conne. » Il y a d'abord... c'est un peu un... Comment dire? Je me dis, allez, je peux quand même bien faire ça. J'ai l'impression d'être tellement peu utile aux autres. Tu trouves que ça sert à rien, ton métier? Bon, c'est quand même... Futile? Oui, je pense que c'est futile, léger. Bien sûr, c'est formidable de pouvoir faire rire les gens. Bien sûr, ça fait énormément de bien. Mais enfin, je ne suis pas impliquée dans quelque chose de fondamental. Donc, quand on fait appel à moi pour ce genre de truc, je dis oui parce qu'il me semble que j'ai des comptes à rendre. Voilà, c'est peut-être un peu chrétien. Et j'ai un rapport parfois un peu culpabilisant et chrétien comme ça avec les choses, genre, voilà, on t'a beaucoup donné, tu as beaucoup de chance, donc tu dois rendre. Et puis, je trouve que les gens dans ces associations sont assez... En fait, bien souvent, je le fais, je vais te dire très honnêtement, plus pour les gens qui sont dans les associations que pour les gens qui
en bénéficient. Parce que je les trouve assez courageux et je me dis putain, allez, c'est tous des bénévoles, ils le font, je peux bien leur faire ça, voilà, pour eux, quoi. Je fais presque plus pour le personnel de ces ONG que parfois pour les œuvres qu'ils défendent, parce que je suis même pas sûre de les toucher, ces gens-là, et que ça serve à quelque chose. Tu viens de parler d'un réflexe un peu chrétien. Ça vient de ton éducation? C'est ton milieu? Tu viens de quel milieu? Moi, c'est une bourgeoisie de province. La chrétienne. bourgeoisie rurale? Ou c'était dans des villes? Non, c'était des grosses villes de province. Donc, il y a Namur, Liège. Et si je remonte un peu du côté de ma mère, c'était quand même grosse bourgeoisie. Donc, il y avait bien dans les familles, il y avait toujours quelqu'un qui était dans l'église, dans l'armée ou dans la magistrature. Et t'es féministe ou pas du tout? Oui. Maintenant, ça fait un peu peur. Le mot féministe fait un peu peur, mais il veut plus rien dire dans le sens que il y en a qui imaginent des lesbiennes poilues qui brûlent des soutifs et d'autres juste ceux qui essaient de lutter pour l'égalité salariale. Voilà. Ce qui est pas c'est mis dans le même mot, mais c'est pas du tout la même personne. Non, ouais. donc ça veut dire que le débat, les combats se sont diversifiés. Moi, ma mère a été, comment dire, on a été collé des affiches parce qu'elle s'était inscrite sur une liste électorale du Parti féministe unifié. Les autocollants étaient orange et on allait coller ça dans. Orange PSC ou Orange PSC, oui. On habite dans un quartier bourgeois et ma mère était un peu, rebelle et donc on allait coller. Ah, la mère était... Oui. Parce que quand tu dis catholique et tout ça, j'imaginais plutôt la mère qui fait des gâteaux. Non, à un moment, ma mère a été très utile parce qu'elle a été, je crois, un très grand modèle d'inspiration parce qu'à un moment donné, elle a décidé de tout envoyer péter. Elle m'a mis dans une école tout à fait différente de celle des autres. Elle n'a plus voulu aller à l'église. Elle s'est inscrite sur un parti féministe unifié. À quel âge elle avait quand elle fait ça? Elle devait avoir une petite quarantaine, tu vois. Et oui, donc... il y a eu un mouvement comme ça où elle a suivi la libération. Elle a suivi le train. Je crois qu'elle s'en est plus servie qu'elle n'a servi la cause. Mais enfin... j'ai quand même été criée avortement libre et gratuit à 8 ans dans les rues de Bruxelles. Sérieux? Oui. C'était en quelle année, plus ou moins? Ça devait être en 82, puisque tu es jeune. En 70. Je crois que la grosse manifestation était en 76, un truc comme ça. Et tu avais conscience de ce que tu faisais à cette époque-là? Pas du tout. Je me souviens de crier « Ah, avortement libre et gratuit » de manière phonétique. Et qu'après, ma mère m'a expliqué ce que ça voulait dire. Donc, elle a pris le temps quand même de dire pourquoi qu'elle travaille dans un planning, tu vois, elle travaille dans un planning d'avortement clandestin. Donc, Sérieux? Oui. Donc, je savais pas ça. C'est con parce que Oui. Et comme, vraiment, ça, c'est moi qui me fais des clichés parce que j'ai peut-être trop regardé de films américains, mais dès que tu dis famille, bourgeoisie... parce que c'est vrai. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est-à-dire que les familles qu'on fréquentait ou que ma mère ou mes parents fréquentaient ressemblaient pas à ça. Mais c'est intéressant, tu as toujours de toute façon des failles dans tous les clichés, tu en as toujours des contre-clichés. Oui. Mais en même temps, pour le coup, faille, quelqu'un qui milite pour le droit des femmes, c'est une chouette faille. Ah oui, c'était super. Ah oui, non, bien sûr. Et puis c'était excitant parce que je la trouvais sans doute assez héroïque. Moi, je trouvais que c'était... même si c'est quelqu'un d'un peu dilettant et qui de nouveau faisait ça de manière assez légère et s'impliquait moyennement, mais voilà, elle l'a quand même fait. Donc ça nous a certainement tous... mes frères et moi, on a forcément été impliqués et donc forcément été touchés par ce combat, quoi. Oui, bien sûr. Et ta mère t'a inspiré pour un des spectacles? Oh oui, bien sûr. Mais ma mère est morte il y a 8 ans et j'ai écrit un spectacle sur elle parce que c'était... oui, je crois que ma mère était sans doute la première personne que j'ai admirée et en même temps ma première fan, entre guillemets. Donc il y avait un rapport très... De complicité, de connivence très fort. Et je me demande comment tu as fait pour jouer le spectacle. Je m'explique. Moi, donc mes parents, ils sont loin. Et je les vois 2 à 3 fois par année. Et je crois qu'un de mes plus grands traumatismes de ma vie, c'est quand j'ai réalisé, j'allais à l'époque 2 fois par année au Canada. Et je me suis dit, fuck, à chaque fois que je vois mes parents, ils ont vieilli de 6 mois. Ah, oui. Et donc, tu prends l'âge qu'ils ont, tu prends la moyenne d'espérance de vie et tu te dis, fuck, je sais compter le nombre de fois que je vais les voir. Et ça a été... Et depuis ce temps-là, je vais au Canada 3-4 fois par année. Parce que ça m'a vraiment fort touché. Et il n'y a rien de plus banal qu'avoir ses parents qui meurent. C'est banal dans le sens que à peu près tout le monde va avoir à le vivre. Mais c'est un peu comme se faire larguer. Moi, quand j'avais 14 ans, t'as vu à peu près 250 films, des gens se font larguer. Et quand t'as 16, 17, 18 et que ça t'arrive la première fois et que tu penses que tu vas mourir, tu te dis hey, pourquoi est-ce qu'ils nous montrent ça comme si c'était léger alors que ma vie est finie? Et moi, j'ai l'impression que s'il devait arriver quelque chose à mes parents, je le vivrais pas du tout bien. Et je vois pas comment je serais capable de me concentrer à faire un spectacle pour en parler. Je suis certain que je craquerais pendant le spectacle, quoi. Toute la relation que tu décris avec ta mère, j'imagine que c'était quand même assez profond. Comment t'as fait pour...
Bah, c'était thérapeutique pour moi. Je pense que j'arrivais. Oui, oui, oui. Et puis thérapeutique et en même temps, je l'ai pas énormément joué parce que justement, l'émotion à un moment, elle prenait le pas et ça m'ennuyait parce que je voulais pas pleurer devant les gens. C'était pas le but. C'était pas c'est ça de faire, c'était pas de faire un gros show, un confession intime en live. Non. Ou j'étais plus émue, ça m'ennuyait parce qu'alors ça devenait un spectacle où il y avait plus l'émotion. Donc c'était. Et là, tu veux pas faker l'émotion par rapport. Parce que tu dis, putain, je me sers de la mort de ma mère pour essayer de faire pleurer les gens devant moi. C'est insupportable. Enfin, moi, je trouve ça insupportable. Donc, voilà, on l'a finalement, il était joué assez peu. Mais je crois que c'était une manière de. Pour moi, c'était une manière de. Oh, et puis c'était chouette le travail. J'ai fait une enquête, j'ai posé des questions à ses sœurs, à ses copines. Ah, donc tu as fait un vrai travail. C'était pas juste moi, mes souvenirs. Et non, je trouvais que c'était chouette de pousser plus. Puis il y avait une ambiguïté chez ma mère. Il y avait des secrets, il y avait des choses dont j'étais pas sûre. Comme dans n'importe quelle bourgeoisie. Oui, c'est ça. Et dont même je suis toujours pas sûre aujourd'hui, mais peu importe, mais dont c'était une manière aussi de lui rendre hommage. C'était très très thérapeutique et j'avoue très égoïste parce que là-dedans je pouvais en même temps dire du bien de mes frères et sœurs, de ma famille. Enfin voilà, c'était ça. Ta famille l'a vu? Oh oui, oui, tout le monde l'a. Je pense mon père a vu 5 fois le spectacle, mes enfants ont pleuré. Enfin c'était très. Ouais. C'était super émouvant, quoi, oui. Et moi, j'ai entendu à quelques reprises que tu avais un humour pour filles. Que les filles te trouvaient drôle. C'est possible. Et entre autres, j'ai demandé quand je savais que j'allais venir ici pour le podcast, j'ai posé déjà, est-ce que vous avez des questions pour Laurence Bibeau? Et je crois que ce qui est revenu le plus, c'était ce truc-là, c'est Café Serré. Est-ce que je suis le seul à penser que c'est des trucs qui font rire les filles? Est-ce que tu sur mon Facebook, il me semble que j'ai plus de commentaires que de mecs que de filles. Mais voilà, je ne sais pas si c'est représentatif. Je me rends compte que moi, j'ai beaucoup plus souvent travaillé avec des hommes que des filles. Et en tout cas, à la RTB, les gens qui sont autour de moi en général, au Café Serré, le premier public, c'est des journalistes et c'est des hommes. Mais c'est possible que je fasse plus rire les filles que les mecs. Ça, je ne m'en rends pas compte. T'en rends pas compte, donc? Non. À l'interne, donc toi, t'es pas journaliste. Non. Tu t'intéresses à la politique de manière générale ou de loin? Oui, parce que de loin et parce que je suis un peu obligée, mais je ne suis pas une spécialiste, quoi. Et les journalistes, la rédaction à la RTBF, je pense qu'il y a une vision assez claire de ce que doit être le journaliste et qui peut être journaliste et qui peut pas l'être. Il y a l'examen d'entrée, il y a une espèce d'obsession sur la profession que moi, je peux pas blâmer parce que j'ai la même chose avec ma profession à moi. Comment est-ce que c'était vu une gonzesse qui débarque? Une gonzesse, c'est pas vrai, je retire ce que je dis. Une fille qui débarque, qui a pas passé donc l'examen forcément de journalisme, qui s'y intéresse comme ci, comme ça, qui a un passé de clown, donc d'humoriste. Ça n'a pas dû bien passer avec tout le monde. Bah non, mais d'abord, je pense que j'avais pas triché sur la marchandise, ils le savaient. En arrivant, ils savaient... Alors même si je leur étais imposé par... c'était Jean-Pierre Autier qui m'a donné cette chance. Donc même si j'étais imposé par Jean-Pierre... Donc c'est pas la rédaction, c'est la direction générale. Donc il savait. Et puis je me suis dit que cette faiblesse, je devais en faire un atout. Évidemment, j'étais une fille. Évidemment, je ne m'y connaissais pas beaucoup en politique. Mais en même temps, j'allais pas marcher sur leur plate-bande. Je veux dire, assez vite, j'ai dû utiliser des stratagèmes pour me faire accepter d'une équipe. Alors, il y en a certains qui étaient absolument pas contre moi, où je sentais aucune hostilité, d'autres où je sentais qu'ils étaient méfiants, voire hostiles, et ceux-là, j'ai dû, comme on dit, me les mettre en poche. Donc, voilà. Oui, parce que tu me donnes pas l'impression de quelqu'un qui arriverait à juste faire « Ah, tiens, cette personne-là m'aime pas, je vais rentrer chez moi et en avoir rien à foutre. » Non, bah non. T'essaies d'aller Donc, finalement, la meilleure façon, si on avait voulu te draguer, ça aurait été de montrer qu'on t'aimait pas directement, comme ça, t'aurais eu envie de... Ah oui, sûrement, oui. Il vaut mieux. Si j'étais 20 ans avant, là j'ai toutes les clés. J'aurais toutes les clés. T'as tout. Tu crois que t'as tout compris. Tout, mais trop tard. Je voulais quand même le mentionner parce que j'en ai parlé dans le dernier podcast et si j'en parle pas maintenant, je vais avoir l'air d'une petite bite. Ce qui est peut-être vrai d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Oui, continue. C'est toi-même, tu te distrais toi-même. J'ai tellement une courte capacité d'attention que j'arrive à m'auto-distraire dans mon propre monologue. Et ça, c'est quand même dommage. Bravo. Tu sais que je dois être un des rares humoristes qui a jamais appris son texte par cœur. Je fais du stand-up et tout le monde apprend à la virgule près, alors que sur le texte, je fais super gaffe. Mais mes spectacles, au total, il doit faire à peu près il y a 1h20 d'écrit. Et en général, j'en fais genre 50 minutes plus 10 minutes d'impro. Le reste, c'est juste que je l'ai oublié ou je l'ai mis dans le mauvais ordre. Donc c'est horrible.
les comédiens de théâtre, on leur dit bonne mémoire pour apprendre tout ça. Et moi, c'est ce que je me dis. Puis je me dis, bon, maintenant que je fais du spectacle, j'imagine que je vais avoir pas du tout. Ça ne s'améliore pas. Non. Peut-être parce que je m'en fous un peu et je me dis que, bon, de toute façon, on vient pour s'amuser, peu importe ce que je raconte. Mais c'est horrible de dire que tu mets et tous ces gens-là mettent autant d'efforts pour un spectacle et toi, t'arrives le jour du spectacle en disant, bon, sur l'1h20, j'espère que je vais me souvenir au moins de 50 minutes. Comme ça, il me restera juste à improviser un petit 10 et ça va aller. C'est une technique, finalement. Oui, une autre. Une technique. Non, quand j'étais venu ici une fois, et que l'anecdote que j'ai racontée dans le dernier podcast, que j'étais dans une émission sur Arte, et il y avait BJ Scott qui était là, et quelqu'un qui disait « Ah, BJ, il y a Laurence Bibeau ce matin dans le Café Serré qui a fait un commentaire sur la manière dont tu es habillé. » Et BJ Scott, qui, moi, je trouve super sympa, a dit « De toute façon, on s'en fout, Laurence Bibeau, elle a un gros cul. » Et entre gens qui ont des gros et elle rajoute, et entre gens qui ont des gros culs, c'est pas genre le but c'était pas de t'insulter, c'était de faire une vanne. Et elle se mettait pas du tout au-dessus. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai perçu. Et je raconte ça à Myriam parce que je trouve ça, je sais pas, ça me fait rire. Et Myriam dit t'es à l'école, Laurence Bibeau a pas du tout un gros cul. Et moi je sais pas pourquoi. À moitié par provoque, à moitié parce que j'avoue, je pensais. Ah si, quand même. Et donc, quand on est invité ici à bruncher, évidemment, le premier truc que Myriam dit au milieu de la conversation, c'est « Hey, Laurence, il y a Dan qui trouve que t'as un gros cul! » Et je me souviens que t'avais regardé ton jeans, et moi, comme un gros con, j'ai voulu vérifier aussi, donc j'ai jeté un petit coup d'œil sur le jean, et t'avais pas du tout l'air vexé. Et ça m'a étonné, et je me suis dit, est-ce que... Et c'était ça la question, pour y arriver. Soit elle est vraiment pas vexée, soit elle est tellement habituée d'être dans un milieu où il se dit plein de choses qu'elle a appris à faire comme si elle n'était pas vexée et que dans sa tête elle dit You're dead to me now. Ça veut dire quoi? Mais ça y est, tu m'as fait mourir dans ta tête. Maintenant j'existe plus. Oui. Tu vois. Dan, personne qui est mort. Et c'est pour ça que quand je t'ai demandé de venir faire le podcast que t'as accepté, j'ai dit ben ok, ça penche. C'est un peu... On précise que t'as pas du tout un gros cul finalement? Oui, je crois que c'est surtout parce que je n'ai plus un gros cul. T'as déjà eu un gros cul? Oui, j'ai déjà été plus ronde, donc je crois que tu aurais touché. Non, je cherchais plus à ce moment-là à faire une réponse amusante. C'était plus de me lancer un défi, de me mettre là-dessus qu'autre chose. Tu vois, je me disais plus, qu'est-ce que je dois faire? Donc, mais j'aurais eu un gros cul où j'aurais souffert d'un truc et tu aurais mis le doigt dessus. J'aurais sans doute donné le change, mais je crois que ça m'aurait fait chier. Voilà, il se fait que là, ça touchait un truc, ça touchait plus rien. Mais je te dis... À la base, c'est à la place, j'avais parlé justement du botox que tu t'es mis autour de l'œil. Ça t'aurait fait chier, quoi. Oui, par rapport à mon botox, ou tu t'aurais... Qu'est-ce que tu aurais pu faire comme blague? T'as fait du botox ou pas? Non, on dit. Ok, parce que la manière dont t'as répondu, j'ai quand même eu un doute. Je fais merde, c'est quoi? Comme quoi je t'ai eu. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Non, mais c'est parce que t'as l'air tellement jeune, Laurence. Ouais, ben oui, c'est ça. Non. Non. Mais voilà, enfin, comment dire. Non, puis je crois que c'était plus... Ce qui me faisait rire, c'était que Myriam te mettait mal à l'aise. Donc je trouvais ça amusant qu'elle te mette... voilà, que c'était plus de l'ordre du jeu... de comment embarrasser l'autre. Donc ça, c'était rigolo. Parfait. Mais je voulais absolument en parler parce que vu que j'en ai parlé dans le podcast avec D'accord, Myriam la semaine passée, lien. si je le fais pas cette semaine, ça fait vraiment le gars qui fait... Non, petite bite. D'accord, tu l'as assumé. Voilà. Et donc maintenant, ton futur, qu'est-ce que tu voudrais? Donc le stand-up, t'as envie de continuer? Oui. Et puis, qu'est-ce que j'aimerais? Écoute, je n'ai pas renoncé à, par exemple... J'aimerais bien sortir de Belgique, j'aimerais bien faire des chroniques ou des billets ou tout ce que tu veux sur des radios françaises ou... On verra bien. Chez Martine Cornille, t'avais donc backstage, l'émission sur la première, t'avais raconté que la première fois que t'étais allé en France, t'avais dit je vais y aller avec mon matériel, ça passe ou ça casse. Oui. Et ça avait cassé. Et tu racontais qu'il y a un soir, les gens n'avaient même pas compris que le spectacle était terminé. Ah oui, c'était terrible. Et qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai dû applaudir moi-même. Ça, j'ai ri quand j'ai entendu ça. Parce que j'imagine, mettons, ta finale va dire devant le radiateur. Oui. Tout devient noir, personne réagit. Et je t'imagine tellement sur scène faire. C'est terrible. Et alors, j'écartais mes bras de mon corps pour qu'on ne voit pas que ça vient de moi. Tu vois, je les mettais le plus près possible. C'était une toute petite salle, le plus près possible du public. Et après, le soir, quand tu te dis merde. Quand t'as fini de pleurer? Oui, quand t'as fini de pleurer, tu dis ok. T'as déjà pleuré après un spectacle qui s'est mal passé? Oui. Mais voilà. En même temps, j'ai appris. En même temps, c'était pas rien que douloureux, mais il y a eu à Paris 2 ou 3 soirs comme ça où je perdais un peu quand même. Je me disais qu'est-ce que je fous. C'était surtout que ça n'avait pas de sens, quoi. Et donc là, tu ferais pas les choses de la même façon.
Non, je ferai pas les choses de la même façon. Non, là au moins j'ai appris. Non, j'y retourne avec le même Oui, c'est ça. spectacle. Ils prennent ou ils prennent pas, je m'en fous. Non, je serai moins. Non, Je là prends rien en bas de 10 représentations. Écoute, je m'adapte. Non, là je me dis, si je vais vers eux, il faut que je m'adapte, forcément. Oui, bien sûr. Mais de nouveau, le truc, c'est de nouveau, est-ce que je suis prête à faire les sacrifices qu'il faut? Est-ce que je suis prête à aller assez loin, à me faire assez chier, à prendre sur moi? Est-ce que ça soit pas toujours... J'aimerais bien que moi, la vie soit toujours légère, amusante, plaisante et qu'il y a un minimum de contraintes et qu'on me contrarie un minimum. Donc le stand-up, la France, il y a autre chose? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein. Je me dis que... Non, je pense que quand même je vais vieillir. Donc, alors le cinéma, je n'ai pas complètement abandonné l'idée, mais enfin l'idée, c'est le cinéma qui m'a complètement abandonné. C'est comme Annie Girardot. Donc la radio, oui, enfin la radio dans l'absolu, c'est un chouette média, quoi. Voilà. Le stand-up, la radio, je me suis dit en fait c'est des trucs de vieux, parce que le stand-up, tu restes sur place. Finalement, le truc vocal, parce que moi, quand je me fais des genres Sœur Emmanuel où il y a 12 personnages, je peux dire que ma voix après, stand-up, en fait, tu utilises ta voix, donc tu peux faire ça vieux. La radio, tu peux même faire t'asseoir ça en vieux. stand-up. Tu peux même t'asseoir. Et l'investissement physique est important, mais enfin, c'est pas non plus... la radio, tu peux t'asseoir, tu peux être vieille. Donc, ça me semble être bonnes filons. Bons filons. Des bons filons pour quand je serai vieille. Tu parlais de Ricky Gervais tout à l'heure, qui entre autres, sa prestation pour quand il anime un gala est phénoménale. Ouais. Et toi, ça te botterait de faire ça Oui, pour les Magritte? J'aurais déjà demandé, tu sais. Parfois, je prends mon bâton de pelle. Il faut pas croire, hein. Je ne fais pas que attendre. C'est juste que c'est ça que tu racontes. Mais... c'est comme ça que je donne l'impression. Qu'est-ce qui s'est passé, donc? Ils m'ont dit merci beaucoup d'avoir proposé. Oui, je leur ai proposé, moi, 2 ans. Je leur ai proposé 1 ou 2 ans de suite. Parce que la première année, si ma mémoire est bonne, c'est Thomas Gunzig qui écrivait les textes pour, c'était, comment elle s'appelle, Nougaro. Elena Nogaro. Et c'est la 2e année, c'était encore elle. Ok, les 2 années, celle qui l'a fait. Donc, je suppose qu'il la trouve bien pour ça. Et que... J'adorerais écrire, moi, pour ce genre de choses. Pour une remise de prix belge, ça fait pas un peu chier de voir que c'est pas... Ben oui, elle est belge techniquement, mais bon... Écoute, chier... Non, mais est-ce que ça donne... Moi, c'est l'impression que ça me donne, c'est que... Ils ont envie que ça brille, elle est jolie, elle est sympa, elle est sexy, elle est un peu glamour. C'est pas mal, je trouve que tant qu'à faire... non, mais le choix est pas... c'est judicieux, quoi. Pas mauvais, mais c'est de se dire, merde, pour une remise de prix, on se dit, on a enfin notre remise de prix belge. Est-ce que c'est pas un peu bizarre de prendre... Oui, mais bon, tu te dis qu'il y a des... Tu peux pas plaire à tout le monde et qu'il y a des rapports qui se font entre les gens auxquels t'échappes, et puis peut-être qu'il y a des gens qui m'aiment pas... je ne pense pas. Honnêtement, Laurence, je ne pense vraiment pas. Peut-être quelque part, caché au sud du sillon Sambre-et-Meuse, il y a une personne Je crois que tout le monde m'aime, mais enfin, je me dis que peut-être quelque part, quelqu'un qui a un petit peu de pouvoir, voilà, a mis son veto. Tu sais qu'il y a une parodie des Magritte, une remise de prix parallèle qui s'appelle Les Machins. C'est drôle? Moi, ça me fait rire. Parce que vu que il joue le fait justement que ce soit le film belge, donc une des catégories, c'est le plus bel accessoire dans un film, quoi. Et donc, c'est genre la lampe dans tel film. Et donc, il joue sur le fait, c'est ça que c'est un peu low profile. Et ils se sont promenés à Cannes un peu avec leur petit pins pour faire parler d'eux. Là, ils étaient au festival du film francophone de Namur. Donc, tant qu'à pas animer la vraie cérémonie. Je pourrais animer l'autre. Alors, je suis brûlée définitivement avec la vraie. Non, parce que ceux qui organisent les machins sont potes avec ceux qui... donc c'est comme les produits blancs, c'est la marque elle-même qui fait sa propre copie. C'est pas tout à fait ça, mais son réseau, ça peut être plus ou moins ça, donc ça peut peut-être être une porte d'entrée. Pour enfin... écoute, oui, qui sait, mais c'est sûr que j'aimerais bien, oui. En tout cas, j'aimerais bien essayer, quoi, oui. On t'a déjà fait du fric, toi qui est connu, mettons, pour aller faire un sketch pour Kadhafi, pour paraphraser, un truc où tu t'es dit, que ce soit politique ou que ce soit des associations, tu te dis... je sais pas trop. Donner un exemple, moi, on m'a déjà proposé je faisais beaucoup de vannes à la radio sur le concours des plus belles fesses. C'est Sloggy qui faisait ça. Et je disais, mon point, c'était que qu'on fasse un concours de plus belles fesses, j'ai rien contre, que du contraire, mais qu'on essaie de faire passer ça pour un truc qui soit, regardez, c'est marrant et léger et familial. Oui. C'est ça qui me faisait chier, parce qu'à partir du moment où on te paye pour te déshabiller, si on te paye pour te déshabiller, fais pas semblant que c'est un truc que tu fais entre Mickey Mouse et le Club Dorothée, quoi. C'est un truc où tu montes ton... Et encore une fois,
précise, oui. rien Et contre. à leur face. Oui. Mais j'avais tellement fait de blagues là-dessus à la radio, puis à un moment donné, vu que c'était une société externe, enfin bref, il m'avait proposé de présenter le concours. Et il y avait un chèque de mémoire, c'était un peu moins de 1000 euros, un truc comme ça, pour une soirée. Et avoir des grands principes moraux, de manière générale, c'est facile, mais de dire, OK, là, je vais aller travailler un soir et je vais avoir des vacances. Et j'avais refusé, mais ça m'avait demandé. Et je le dis pas parce que, regardez-moi, je suis grand-père, j'ai refusé. Non, parce que j'ai chié, j'ai dû passer 3 coups de fil pour être sûr, être sûr de mon coup. Mais c'est super difficile, une fois qu'on te propose l'argent qui est dans ta face, de le refuser. T'as déjà refusé, toi, des trucs Ah oui? Ah oui. T'es pas obligé de te mouiller Non, comme non, je vais c'était le pas faire, grave. Non, c'était à l'époque, c'était des pubs. Je voulais pas, moi, qu'on voit ma tête pour des pubs à lessiver, des trucs comme ça quand j'étais toute jeune et que je commençais à faire genre laisse nul, je voulais pas. Ah, t'avais proposé C'était des pour, budgets énormes. Ben, j'imagine, la pub, c'est... C'était des budgets énormes, j'avais dit non. Et alors, qu'est-ce que j'avais encore refusé? Oui, non. Oui, moi, oui. Je faisais des voix aussi à l'époque, des voix de pub. Et donc, j'avais dû faire une voix de promotion pour une télé, pour un téléachat, si tu veux, une nouvelle chaîne de téléachat. Et je ne savais pas que c'était pour ce produit-là. Et à l'époque, et encore maintenant, mais à l'époque encore plus, je trouvais que c'était dégueulasse, en fait, le téléachat. Je trouvais vraiment que c'était... c'était vraiment profiter de la faiblesse des autres, quoi. Que c'était dégueulasse de vendre ces trucs comme ça, qu'on savait que les gens qui regardaient avaient pas de pognon, que c'était c'est vraiment... ça, c'est directement chez ceux qui ont le moins de ressources que tu pompes le plus. Et donc, je me suis retrouvée à devoir faire la promo de cette chaîne, je savais pas, et j'étais en studio. Et je me souviens avoir fait ma voix avec très peu de conviction, comme si, du coup, j'étais un peu absurde, tu vois. Ouais, c'est ça que si un jour t'étais au tribunal moral... J'aurais pu dire, je vous jure que je l'ai fait, mais je l'ai pas mis de sourire dans ma voix. Comme c'est ça allait faire que, ben dans ce cas-là, pas de problème. Ouais. T'aurais aimé ça avoir les couilles de j'aurais refusé. Si j'avais su, je l'aurais refusé. Ah ouais. Et quand t'es arrivé sur place, t'aurais aimé ça avoir les couilles de dire, je le fais pas. Ben, je râlais, mais j'ai pas pu. Parce que je les mettais vraiment dans l'embarras. Enfin, oui, parce que j'ai pas pu. J'ai pas été jusque-là. J'aurais peut-être dû. Ah, mais il y a plein de fois, moi, à chaque fois, je me dis, j'aurais dû réagir comme ça. J'aimerais ça être le grand prince, mais... Mais bon, mais je te dis, j'ai plus souvent dit non que oui. Donc, des trucs refusés ou je sais plus, c'était des voix pour des partis politiques ou des trucs comme ça, oui, non, ça, Mais c'est aussi de nouveau par narcissisme, c'est parce que je protège mon image et que je veux pas être impliqué dans des trucs un peu... Et c'est encore le cas aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est... On me demande plus. Mais j'en disais, tu sais, Laurence Bibeau, une pub sur la ménopause, quoi. On va aller... Oh, c'est bien, tu sais, ça m'amuserait, parce que je trouve qu'il y a un gros tabou sur ce sujet, et ce serait intéressant Je trouve que là, ce serait intéressant. Je dirais, allez, ça va, c'est pas si grave que ça, quoi. Et toi, t'es ménopausée depuis combien de temps? Fils de pute. Petite bite. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, ça me fait rire. C'est nul, je me fais rire moi-même. En fait, et en général, quand je me fais rire, c'est toujours les vannes les moins drôles. Tant mieux. Et sur scène, ça arrive aussi. En général, quand les gens rient pas, moi, je ris. Ce qui, en même temps, est un équilibre. De temps en temps, c'est tu peux, moi. Et donc, voilà. Donc, t'aurais pas aujourd'hui, si on te proposait de la pub... Si, maintenant, je dirais oui, parce que j'ai besoin d'argent. Mais ça dépend pourquoi. Mais je crois que je serais moins... Ta limite, elle serait moins... Oui. Non. Je garderais quand même une limite déontologique. Mais, d'ailleurs, j'en ai refusé il y a pas longtemps. Mais... Sûr? Oh, écoute, je devais être déguisée en femme de ménage. Et il y a une obsession à te mettre un tablier. Pendant très longtemps, on m'a vieilli et on m'a enlaidi. Pendant très longtemps. Et c'est moi-même qui ai dû à un moment utiliser le compte, enfin voilà, qui ai dû me dire, attends, ça va quoi, je peux quand même faire un truc un jour drôle sans être affublé d'une perruque et vilaine quoi. Il y a peut-être moyen d'avoir un équilibre. C'est qui j'ai lu quelqu'un, c'est Tina Fey, donc de Tony Rock, qui disait quand t'es une fille, pour être drôle, il faut que tu sois moche. C'est-à-dire en tout cas, il ne faut pas être préoccupé. Je crois qu'en effet, il vaut mieux ne pas te préoccuper de ton aspect séduction. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait d'être moche parce que ça. Parce que tu ne l'es pas déjà. Non, mais parce qu'il y a des contre-exemples. Je veux dire, Dean Martin ou des mecs comme ça qui ont joué les avec mecs, leur. Les mecs, oui. Mais pour les filles. Ça va arriver. Je veux dire, il y a des. Mais je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'il y a un exemple de fille super canon? Il n'y a pas des petites nouvelles, là, je sais pas, moi j'en ai vu une au Grand Journal qui faisait partie de la bande de Jamel, une petite beurette. Nawel Madani. Ravissante, quoi. Qui joue le garçon manqué. C'est vrai, voilà. Ça c'est effrayant, parce que celles-là, elles ont vraiment tout. Tu dis, merde, putain, elles sont drôles, elles sont jolies. Non, donc ça va venir. Ça va venir. Il y a plus de femmes aujourd'hui qui le fait que quand tu as commencé? Oui.
T'es contente ou tu t'en fous? Est-ce que, Non, je trouve ça bien. Non, est-ce je que tu trouve te ça positionnes? Parce qu'en même temps, j'écrivais les questions et je voulais te demander sur ça, sur le féminisme, sur les filles dans la comédie. Et je me suis rendu compte d'un détail. Jamais je ferais une interview avec un gars en lui disant quel est le rôle des hommes dans l'humour? Ah oui, bah, c'est parce que c'est une réalité. Je veux dire, on a du retard. On est arrivé très tard. Donc c'est une réalité. Les filles sont arrivées très très tard dans l'humour. Toi, C'est vrai. et comment tu étais traité une bande de mecs? Tu sentais que tu devais batailler pour faire ta place? Au contraire, il y avait une espèce d'inverse de sexisme où on te faisait justement toute la place? Non, et non, que- non, tu devais batailler. C'est-à-dire que je me suis sentie parfois noire. Je me suis dit, ah oui, donc il faut. Je comprends ce qu'ils veulent dire quand ils disent t'as intérêt à être meilleur. Si t'es juste bien, À non. talent égal, il prenait un mec? Oui, je pense. Alors après, il y a eu. Ce qui était très très confortable quand tu es la seule fille d'un groupe, c'est que tu n'es pas en compétition. C'est que les mecs te prennent pour une fille, donc Ah ouais. voilà, ils se sentent pas menacés. Et tu n'es pas dans un rapport de rivalité directe et que comme tu es la seule fille, forcément, il y a quelque chose moi je trouve de plus facile, où tu peux en tirer ton parti, quoi. Regarde, je veux dire la même chose avec mon accent. Moi, ça m'a fermé des portes. C'est ça, et ça t'en Et ouvre ça m'en d'autres. ouvre. Moi, j'aurais présenté. Il y a des émissions de télé, des émissions de radio que j'aurais présentées si ça n'avait pas été de mon accent. Je dis que souvent, c'est comme faire du sport finalement. Tu peux être frustré par ça, mais de l'autre côté, on te donne tu dois lire le jeu. Oui, voilà. T'arrives avec la balle, tu vois qu'à gauche, il y a 6 défenseurs et à droite, il y en a 0. Tu peux aller à gauche et être frustré parce que vu que tu as un accent, il y a plus. Oui. Ou va de l'autre côté, Oui. puis go Bah oui, with c'est the ça. flow. Tu fais avec ta différence. Donc voilà, donc c'est normal de se poser la question sur l'humour au féminin puisqu'il est assez récent, quoi. Donc finalement, noir, fille ou accent québécois, même combat. C'est ça qu'il faut Oui, c'est retenir. ça. Non, on peut alors oui, on peut imaginer une fille noire avec un accent québécois. Il va falloir qu'elle se batte, celle-là. C'est quoi le truc le plus dingue qu'un fan ait déjà fait? T'as déjà reçu des cadeaux de fans, des trucs un peu. Pour te mettre un peu en appétit, c'est une question que je posais souvent quand je faisais des interviews pour Énergie. Le gars d'Indochine m'avait dit qu'ils ont déjà reçu une lettre écrite avec du sang et du sperme mélangés. Ah oui. Et une chanteuse qui s'appelle Kat de Luna avait déjà reçu une boule de cheveux, qui je crois est le cadeau le plus creepy que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Non, moi j'ai pas reçu de choses. J'ai eu un jour je ne sais pas, je crois que c'était surtout l'effet de la drogue De la drogue chez lui ou chez toi? chez lui Ok. et qui a voulu me lécher en dessous des bras. Dans... C'était dans quelles Je circonstances? vais avoir besoin d'un peu de Ah oui, contexte. c'était- Si tu me dis on était en train de coucher ensemble, je vais te dire. Non, 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 Ok. non. Ah oui, non. Non, non, j'étais avec deux copains dans une soirée. Et c'était une soirée où beaucoup de gens avaient pris de l'ecstasy. Moi, pas parce que je trouve pas ça bien, mais parce que je préférais être observatrice que consommatrice. Et donc j'observais. Je savais pas du tout ce que ça faisait comme effet cette drogue. Parce que moi, je suis de la génération joint, cocaïne, héroïne, mais pas ecstasy. Et donc beaucoup de gens s'embrassaient, beaucoup de gens étaient de plus en plus proches, beaucoup de gens s'approchent. Et à un moment donné, un homme avec un pantalon en tissu africain, donc déjà j'aurais dû me méfier, s'est approché de moi. Il n'était pas Un très blanc? grand, un blanc. S'est approché oui, sinon à la limite ça aurait passé encore. Et Oui, parce que j'ai dit ça, un pantalon africain pour un africain, Oui. pourquoi pas? Mais tu sais quand même un truc genre boubou quoi, un pantalon. Ah ouais. Et il s'est approché de moi en me disant est-ce que je peux vous lécher en dessous des bras? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit ok, il est peut-être temps de quitter la soirée. Il y a des moments comme ça charnières dans une Oui, où tu soirée. dis ok, c'est bon. Prenons une Je décision. dis, je vais rentrer, quoi. Mais c'était très chouette jusque-là, mais là, c'est bon, je vais rentrer. Et tu parles de drogue, t'en as beaucoup pris? T'en as pas pris? Oui, j'en ai pris, mais j'ai pas pris d'héroïne. Moi, j'ai pris voilà. J'ai pris un peu de LSD, j'ai un peu fumé, j'ai pris un peu de cocaïne, mais c'était tellement coupé que je suis même pas. J'ai pris. Oui, Aucune propension à l'addiction? Non, j'ai eu de la chance. Mais ça, c'est vraiment une question de chance, je crois. Et dans ton entourage, t'en as qui ont. Il y en a Oui, qui oui, ça, oui, ça a oui. fait des. C'est ça qui doit être. J'ai l'impression C'est que. des ravages terribles, surtout l'héroïne. Ben c'est ça, je veux dire, l'héroïne, Ouais, ouais. et j'ai l'impression, il y a, dans un espèce de milieu artistique, c'est pas du tout mal vu, ni non commun qu'il y a des trucs qui circulent, mais j'imagine que quand tu regardes toutes les histoires des groupes de rock, justement, des années 80, Oui, c'est horrible. et d'un coup, t'en as un qui part en couille, et je sais que dans le monde des humoristes, dans les années 80, t'avais donc ça consommait de la cocaïne comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et quand un des Bellucci, celui qui a fait Blues Brothers, est mort, ça a été le wake-up call pour une chier d'humoristes qui ont arrêté de trouver ça juste drôle Ouais. et léger et sans Ouais. conséquence.
Bah, ici, proportion gardée, dans le petit milieu, Marca, il était vraiment dans le monde de la musique et dans le monde des punks, donc ça peut dire. Lui, je pense que 3 de ses copains sont morts. Ah oui? Oui, avant Ça 30 doit, ans, c'est horrible. Avant 30 ans? Ouais. Héroïne? Oui. Alors que ceux qui ont survécu à l'héroïne, le chanteur des Red Hot Chili Peppers, Dave Alors, tu sais Navarro, pas, oui, ils c'est sont, là, increvable, oui. ils ont l'air d'avoir encore, c'est pour ça qu'ils ont fait un pacte avec le diable, Ouais. ils ont l'air d'avoir encore 25 ans, Ouais. 50, quoi. Mais pour ceux-là, combien en sont morts, quoi? Il y a Ah eu oui. quand même beaucoup. Oui, oui, ça a été. Ça a été... Et chez les humoristes, c'était quand même. Moi, j'ai pas. Moi, je suis le gars le plus Non, clean non. au monde. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas une question de jugement, c'est juste que moi, j'aime bien boire et puis j'ai pas besoin d'autre chose. Écoute, Mais... la cocaïne circulait parce que c'était une drogue branchée, voilà, dans les Ok. années 80, ça circulait beaucoup. Mais voilà, moi j'ai eu la chance parce que c'était pas ma nature, n'était pas, enfin l'addiction à la drogue, c'était pas dans ma nature, mais ça a circulé, oui, oui, et je peux. Oui, moi je connais quand même quelques personnes qui sont restées dans le sens que je les trouve un peu Affecté. oui, affectés, quoi, qui aujourd'hui sont plutôt jeunes et qui sont affectés. Je pense que c'est parce qu'ils ont pris beaucoup de cocaïne qu'ils sont comme ça maintenant. Il y a des sketchs dans les trucs que t'as fait qui n'auraient pas eu lieu si ça avait pas été de ces substances. Non, j'ai jamais écrit sous. Non? Non, je pense pas. Alors c'est inspirant parce que c'est parfois des rapports ou des comportements, mais j'ai jamais écrit moi sous influence de quoi que ce soit. En général, c'est toujours mieux si le public est sous influence plutôt. Oui, que- c'est ça. Ça dépend sous influence de quoi aussi d'ailleurs. Oui, mais non, j'ai pas écrit. Ça ne m'a pas servi de. J'ai l'impression que tu fais partie de la première génération de gens qui ont testé, en tout cas un peu ouvertement, une série de trucs et qui ont dû être parents ensuite. Oui, c'est ça aussi. Alors dès que tes parents, ça te coupe la chic. Enfin, en tout cas moi, en ce qui me concerne, c'est une espèce de garde-fou qui fait que t'as plus envie de. Ah oui, donc c'est vraiment automatique. Oui. Dans ta tête, ça, Oui. Et comment tu fais pour. Après, leur Attends. dire qu'ils ne peuvent pas. Bah, ouais. Bah, tu leur dis, c'est dangereux. Voilà, voilà comment ça se passe, voilà ce que c'est. Il y a des gens qui sont morts. Voilà, faites attention, quoi. Ouais, le fait de l'avoir vécu, ouais, je peux comprendre. En même temps, c'est pas, il faut pas le. Enfin, je sais pas. C'est compliqué parce qu'un enfant n'est pas l'autre. Il y en a un qui va avoir envie d'essayer, l'autre pas. Donc tu vas devoir t'adapter à. T'espères juste que ce soit une phase, j'imagine, en disant. Oui, en disant que ça passe, quoi. Que ça passe le plus vite et qu'il n'est pas. Et puis qu'il tombe pas sur un mauvais truc. Tu as tout ce qui circule maintenant. Tout ce qui est chimique, c'est ça. C'est là que tu peux tomber C'est sur une. horrible, quoi. Ah ouais. Je vois que le jus de pamplemousse achève Ouais. l'interview Ouais, aussi. ouais. Avant de terminer, je voulais juste te demander, est-ce qu'il y a une question qu'on te pose jamais? Oh T'aimes non. ça qu'on te dis. pose? Mais non. Ça, c'est de la bête question. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a jamais posée? Ça, tu peux pas demander. Hein. Tout le monde demande ça. Ben ouais, c'est juste Ah, en tu gros, veux est-ce que tu veux faire de la. Ok, je vais te la poser autrement. Tu veux faire de la promo pour un truc? Ah, c'est ça qu'il faut faire. Ben ouais. Moi, je suis pas stratégique, moi. Ben non. Quel truc? Je dois faire de la promo pour quoi? Ben j'en sais rien, c'est ça que je te demande. Ah! C'est parce que tu viens de me donner généreusement. Là, oh shit, tu vois, il y a du montage, mais au total, la conversation aura duré à peu près 1h50. Et si je veux pas finir de t'avoir vidé pendant 1h50, et puis toi tu dis, ah merde, j'aurais bien aimé dire que j'étais le truc. Qu'est-ce Ou, que je dois dire? Attends, je réfléchis. Bah non, j'ai rien à dire. Je crois pas. Je vois pas de truc que j'ai à dire. Tu vois un truc, quoi? Non, je sais pas, ta page Facebook, tu vois, inciter les gens à venir sur ta page Ah Facebook. oui, oui, oui. Ma page Facebook. Comment est-ce que... Attends. Qu'est-ce que- T'es naze avec les technologies, non? Bah, je suis avec la promotion. On dit. Parfois, j'ai pas beaucoup de suite dans les idées. Donc, qu'est-ce que je vous invite à me rejoindre. Non, Non, oui, c'est- je c'est sais. comment Non, non, qu'on non, fait? non, non, non. On va être honnête. À l'issue de cette interview, je vais apprendre à tweeter. Oh, tout à fait. Voilà. Donc Laurence Donc, Vigo sera sur Twitter. Voilà. Donc, non seulement je suis déjà sur Facebook, je vous en prie, ça fait quand même quelques années, mais en plus, je vais maintenant être tweeteuse. Donc, Donc, c'est- voilà, rejoignons-nous. @Laurence Bibo. Donc, ça c'est simple. Oui, ça, c'est Laurence simple. Bibo pour ceux qui veulent rejoindre fond. sur Twitter. Et justement, en éteignant l'appareil, je vais aller donner un petit cours à Laurence pour qu'elle Oui. puisse tweeter À fond. comme une professionnelle. En tout cas, avec tout ce que je sais, c'est-à-dire la moitié, quoi. Donc, parfait. Ben, Laurence, merci beaucoup de m'avoir accueilli chez toi et d'avoir accepté de parler de tout ça. Mais écoute, avec plaisir. Comme tu vois, j'aime beaucoup parler de moi. Parfait. Moi, je pensais passer une demi-heure. Là, je vois 2 heures. Non, c'est parfait. Merci beaucoup, Laurence.